cher Franck, je suis ravie que tu sois là. On s'est connus curieusement sur des plateaux télé. On nous mettait d'un côté et on défendait tous les deux l'entreprise. Et j'étais un peu étonnée parce que je trouvais que j'avais à côté de moi quelqu'un qui n'était pas facile à cerner et qui pensait souvent comme moi. Je n'ai pas l'habitude sur les plateaux télé. Et donc, j'ai trouvé ça très sympathique. Et quelle a été ma délicieuse surprise lorsque je l'ai vu ministre de la Culture. Et avant que tu nous glisses quelques mots, je t'ai dédié cette année la fête des entreprises. Tu as beaucoup de chance. J'aime ma boîte, c'est donc, tout le monde le sait, le 3e jeudi d'octobre. Et je me suis dit que cette année, ce serait formidable de mettre ça sous le signe de culture et culture d'entreprise. Nous avons, la culture est un secteur économique à part entière formidable. On en a ici des représentants éminents, à ma droite en particulier, cher Daniel Templon. Et c'est un secteur énorme. Dans nos propres entreprises, nous faisons pénétrer la culture. Combien de sièges sociaux font je pense à Cyrus, etc., font des expositions itinérantes pour leurs salariés. Nous soutenons vivement l'art contemporain. Nous donnons, quitte à se faire insulter lorsqu'il faut reconstruire Notre-Dame. Et donc, il y a vraiment quelque chose, et je trouve que ce lien n'a jamais été vraiment fait et que tu es la personne idoine pour porter ça en France. Donc voilà ce cadeau empoisonné. Merci Sophie, merci de ton accueil, de votre accueil. Je suis ravi d'être avec vous ce midi. Je souhaite que ça puisse être un moment d'échange, donc je vais m'exprimer très rapidement, 2 mots à vous dire, mais ensuite je voudrais plutôt répondre à vos questions, à vos sollicitations. Je connais d'ailleurs beaucoup d'entre vous dans les différentes fonctions qui ont été les miennes, que vous avez rappelées tout à l'heure. C'est vrai que je suis peut-être un peu atypique en politique, puisque je suis chef d'entreprise. Je suis chef d'entreprise d'une entreprise familiale que j'ai eu l'honneur de reprendre de mon père en 2000, après avoir fait effectivement mes armes dans l'audit financier. Je ne sais pas si je serais resté dans l'audit financier toute ma vie, mais c'est une formation exceptionnelle de départ et qui me sert encore aujourd'hui d'une façon évidente. J'ai développé l'entreprise, on était 20 salariés, 25 salariés sur une concession Peugeot plus un site secondaire à proximité. Aujourd'hui, on a 14 sites en Peugeot, Citroën et Hyundai. C'est 250 personnes, 130 millions d'euros de chiffre d'affaires, 125 millions d'euros de chiffre d'affaires. Mais depuis que je suis ministre, j'ai fait le choix, et c'est un choix qui est difficile, de renoncer à ma présidence de l'entreprise et à même mettre en gestion les titres de l'entreprise dont je suis le propriétaire à 80%. C'est un engagement fort, c'est un engagement que j'avais fait déjà en rentrant en politique, de se dire qu'il n'y a pas de raison que ce soit forcément des professionnels de la politique ou des fonctionnaires qui doivent prendre des responsabilités en politique. Je n'ai rien du tout contre les fonctionnaires, bien au contraire. J'ai eu une équipe à la ville de Coulommiers au ministère exceptionnel de fonctionnaires qui ont dédié leur vie à l'intérêt général et à la chose publique. Je n'ai absolument rien contre les professionnels de la politique, je travaille avec eux tous les jours et on a besoin de gens qui ont cette formation-là aussi, mais on a besoin que des gens du privé s'engagent en politique. Mais c'est un choix qui est difficile, c'est forcément du temps qui n'est pas consacré à son entreprise. Et c'est ensuite, comme je suis obligé de le faire là en tant que ministre, un choix très lourd de conséquences, puisqu'on perd d'une certaine façon la souveraineté directe sur son patrimoine industriel et commercial. Mais c'est un choix que j'ai fait, parce que là aussi, le défi est exceptionnel. C'est un honneur immense que m'a fait le président de la République de me nommer à cette fonction-là, qui est pour moi la plus belle des fonctions dans un gouvernement, qui est d'être ministre de la Culture. Vous savez, tous les jours, on fête cette année le 60e anniversaire du ministère de la Culture. Je suis tous les jours à travailler dans le bureau d'André Malraux, donc on se sent tout petit et on mesure ce que veut dire, que signifie pour nos compatriotes et pour le monde entier ce ministère-là. Et donc c'est un choix que j'ai fait et je ne le regrette pas, et je pense, et je me permets, chère Sophie, peut-être particulièrement ici chez Éthique, et certains d'entre vous le font déjà, de vous dire que l'entrepreneuriat, l'esprit d'entreprise, l'esprit de prendre ses responsabilités, d'oser, d'avoir de l'audace, de ne pas être conformiste,
de sortir des chemins battus, peut aussi se traduire dans l'engagement politique. Et que la politique, c'est pas ce monde horrible que parfois on décrit, où il n'y a que des coups bas, il y en a aussi dans l'entreprise, il n'y a pas que des gens pourris, il y en a aussi dans l'entreprise, et qu'on a besoin, et c'est, le président Macron est complètement dans cet état d'esprit-là, d'avoir des gens d'horizons divers qui s'engagent pour la chose publique. Et donc je vous le dis aussi, à un moment ou à un autre, vous le faites déjà, la preuve, vous êtes dans cet état d'esprit chez Éthique aussi. Mais engagez-vous aussi en politique, c'est une satisfaction exceptionnelle aussi de pouvoir à un moment donné consacrer du temps, de l'expérience, de l'énergie, du savoir-faire, du talent, mettre une vision au service de sa ville, de son département, de sa région, de son pays ou de l'Europe. C'est aussi des satisfactions exceptionnelles à titre personnel. Et je voulais vous le dire, parce que vous êtes particulièrement, je crois, bien placé pour le faire. Culture et culture d'entreprise, c'est évidemment un beau sujet. Je crois que la culture permet tellement de choses à titre individuel et collectif, permet tellement de s'émanciper, permet tellement de se réaliser, permet tellement de partager avec d'autres des émotions, permet tellement avec d'autres de se retrouver au-delà des vicissitudes du quotidien ou des divergences ou différences qui peuvent être les nôtres. Que cet état d'esprit-là, cet engagement-là peut évidemment et doit et est très utile dans l'entreprise. Et doit être un élément qui rentre complètement dans la culture d'entreprise. Et je vois bien toutes ces entreprises qui, à travers le mécénat, à travers la philanthropie, à travers la participation à la vie culturelle, toutes ces entreprises réussissent à dépasser avec leurs équipes ce qui est le quotidien de leur projet d'entreprise ou du fonctionnement général des entreprises. Et donc la culture est un moyen exceptionnel de créer quelque chose de spécifique dans l'entreprise. Et donc je crois que le lien avec la culture en entreprise, mais on pourra peut-être une prochaine fois en parler peut-être plus précisément au mois d'octobre éventuellement, est une très belle chose. Je ne veux pas être très long, je veux vraiment vous donner la parole, mais vous dire que dans cet objet qui est si particulier que le ministère de la Culture et que la politique culturelle dans ce pays, mon ambition, et encore une fois je suis très humble, parce que je suis un parmi tant d'autres qui sont passés avant moi et qui passeront après moi, mais je vais essayer à la fois de réaffirmer les fondamentaux de la politique culturelle d'un grand pays comme la France. On est assez unique en France de mobiliser autant de moyens financiers et de mettre la culture tellement au centre de nombreuses de nos politiques par rapport à d'autres pays, à la fois des politiques fiscales, j'entends parler de mécénat, de crédit d'impôt, de moyens budgétaires. On est spécifique parce qu'on pense qu'effectivement c'est quelque chose qui nous caractérise tout spécialement, nous Français. Et je pense que ce ministère a besoin de réaffirmer ses fondamentaux. Là, tout à l'heure, je vais à Avignon. J'ai eu l'occasion, dans un article, dans une interview aujourd'hui dans Le Monde, de dire à quel point je souhaite mettre les artistes au cœur de toutes nos politiques culturelles et au cœur de la société. On a besoin que nos artistes, nos créateurs soient au cœur de la société française. La politique patrimoniale, on a vu avec Notre-Dame à quel point les Français étaient attachés à ce qu'on continue et même qu'on amplifie cette politique de restauration de nos monuments historiques et plus largement de notre patrimoine français et éventuellement aussi de proximité. Donc réaffirmer les fondamentaux de ce qui a fait depuis 60 ans la spécificité française en matière de politique culturelle, ce combat exceptionnel pour le droit d'auteur que nous menons avec le président de la République et tout le gouvernement, qui nous a permis d'avoir des victoires en Europe avec le vote d'une directive essentielle, la directive droit d'auteur, qui va nous permettre dans la loi audiovisuelle que je vais présenter en octobre de protéger cette spécificité française de la protection du droit d'auteur. Et donc c'est un combat de souveraineté culturelle pour notre pays. Réaffirmer ça. Et en même temps, d'insuffler un esprit d'entreprise, d'entrepreneuriat, de liberté, de confiance dans les acteurs de la culture, dans les artistes et les créateurs, dans les institutions publiques ou privées,
pour leur dire allez-y, foncez. Vous le faites déjà, mais le ministère ne va pas être là pour contrôler, pour brider, pour pointer du doigt, stigmatiser, freiner, mais au contraire pour accompagner, aider, appuyer, encourager, reconnaître, respecter. Voilà, c'est ça que j'essaye d'insuffler. J'ai annoncé un grand plan de transformation de l'organisation du ministère de la Culture pour être plus en adéquation avec les attentes de nos compatriotes et pour finalement optimiser les moyens qui sont les nôtres au service d'une meilleure qualité de travail de nos équipes. Parce que je peux vous assurer que c'est vrai que beaucoup de nos fonctionnaires n'ont pas les meilleures conditions de travail par rapport à ce que je peux voir dans beaucoup d'entreprises privées. C'est une réalité. Il faut qu'on les aide à mieux travailler, être dans des meilleures conditions de travail et en même temps être beaucoup plus efficace pour accompagner, encore une fois, de la meilleure façon possible les différents acteurs de la culture, à commencer par les artistes et les créateurs, parce que rien n'est possible sans les artistes et les créateurs en matière culturelle. Voilà, je ne veux pas être plus long. Je pourrais parler de ce que ça apporte à l'économie, parce que ça apporte tellement à l'économie, à travers le tourisme, à travers les industries culturelles et créatives. Ça apporte tant de choses en termes d'émancipation, tant de choses en matière de capacité pour des jeunes qui sont dans des situations familiales ou sociales difficiles de s'émanciper et de trouver leur voie dans la société et de pouvoir mieux exercer le métier de vivre. C'est une expression que j'aime beaucoup mais qui est très vraie. Mais à vous la parole et commençons l'échange. Merci à vous en tout cas d'être aussi nombreux aujourd'hui. Alors on va bien sûr laisser la parole à la salle, mais je voulais dire en plus que le métier de ministre de la Culture, je crois qu'il a vraiment changé là, et que vous arrivez à un moment où les choses sont différentes. Je pense en particulier à l'audiovisuel. J'ai été auditionnée au ministère sur l'éthique des médias, par exemple. Ça, c'est aussi un point fondamental, la place des médias. Je le sais d'autant mieux que j'ai été virée de LCI parce que j'avais écrit un article qui critiquait les chaînes d'infos en continu qui mettaient indéfiniment en fond d'écran des gilets jaunes. Je me suis fait virer manu militari. Je trouvais que la liberté d'expression, là, ça avait posé un petit problème quand même. Mais bon, hein, les journalistes, ils sont pourtant très attachés à la liberté d'expression. Et donc, je me suis retrouvée en train au ministère de la Culture. C'était passionnant de voir un petit peu comment on pouvait envisager une éthique. Je m'aperçois aussi, mon cher Franck, c'est dramatique, la bibliothèque rose et la bibliothèque verte, on a réécrit les ouvrages pour qu'il y ait moins de mots. Parce que les enfants avaient trop de mots, que c'était trop compliqué. Et donc, on avait réduit leur vocabulaire. Ça m'a mis dans une rage inimaginable. Donc il y a aujourd'hui un véritable changement de société et j'ai peur que tout ça soit un peu dans votre escarcelle. Donc il y a tout ça, il y a effectivement les entreprises et je pense qu'elles donnent énormément. Très compliqué aussi, c'est pour ça qu'il faut réagir. Parce que quand on a nos deux grands patrons français qui filent 100 millions et 200 millions et qui se font insulter parce qu'ils défiscalisent, je veux dire que c'est quand même une mentalité française qu'il convient de changer. Donc il y a, je trouve que c'est arrivé à un moment de la culture, vous arrivez à un moment de la culture qui est extrêmement difficile avec des enjeux variés et il faut les prendre de front. Alors, c'est un peu une question avant qu'il n'y en ait une autre dans la salle. Est-ce que tous ces enjeux, vous allez les prendre de front? Je suis là à côté de vous. Hein? Oui, les enjeux, on va les prendre de front parce que d'abord, on n'a pas le choix parce que c'est nécessaire. Quand on attend trop pour réformer ou prendre des décisions, les décisions et les réformes sont de plus en plus dures. Et parce que le président de la République, c'est pas le style du tout à attendre que les choses se fassent normalement. Il est très volontariste, il a raison. Je vous donne quelques exemples. J'étais tout à l'heure à l'Institut de France pour lancer la journée de travail sur la restitution des œuvres du patrimoine africain aux pays africains. C'est un sujet que beaucoup de chefs
d'État ou de ministres ont repoussé, parce que c'était peut-être à juste titre pas le moment d'assumer cette question-là, ce débat-là, et de voir de quelle manière on peut moderniser les relations avec nos pays, avec les pays d'Afrique, dans ces relations culturelles. Et j'ai lancé ce débat tout à l'heure à la demande du président de la République, et on avance sur la bonne voie, c'est-à-dire de vraiment avoir une nouvelle politique d'échange culturel avec l'Afrique, autour de l'universel, autour de l'accès pour nos jeunes européens, les jeunes africains, l'accès aux œuvres majeures de l'humanité. Et cette question-là est une question fondamentale qui doit être prise à bras-le-corps et dont on doit ne pas avoir peur d'aborder les différents aspects qui sont très complexes, vous le comprenez bien. C'est vrai sur la loi sur la distribution de la presse écrite, la loi Bichet. Vous savez que c'est une loi qui, depuis 1947, organise la distribution de la presse écrite dans notre pays pour veiller au pluralisme de la presse et à son accès le plus facile pour tous les Français, quel que soit le lieu où ils habitent. Cette loi, elle n'a jamais été revue fondamentalement parce que c'est complexe, parce qu'il y a le syndicat, on me disait, c'est parce qu'il y a le syndicat CGT du livre, ou parce que les éditeurs de presse ceci, les éditeurs de presse cela, ou parce que ceci, ou parce que cela. Bon, je suis en train, avec le gouvernement, dans le cadre de relations très claires et ouvertes et franches avec les éditeurs de presse, les syndicats, les différents acteurs de la filière, de réformer l'environnement de la distribution de la presse écrite et numérique dans ce pays. C'est pas simple, mais le vote a eu lieu déjà dans une des chambres. On va passer à la deuxième chambre très prochainement, et je suis optimiste sur le fait qu'on va réussir à réformer en profondeur la distribution de la presse écrite dans ce pays sans qu'il y ait de révolution. Pour la première fois, nous allons réussir à imposer, à travers le vote d'une loi sur la création d'un droit voisin au droit d'auteur pour les éditeurs de presse, les agences de presse et les journalistes, d'imposer le partage de la valeur aux GAFA. Parce qu'aujourd'hui, les GAFA utilisent les contenus de la presse pour vendre de la publicité, entre autres, sans payer à juste prix cette matière première qu'ils utilisent pour faire de l'argent. Ça ne s'est pas fait comme ça. Je vous assure qu'à la fois le combat en Europe et aujourd'hui le combat en France est dur et difficile, et ça nécessite de mettre tout le monde autour de la table et de trouver le bon équilibre. Et je sais qu'il y a des gens dans la salle qui savent de quoi je parle tout particulièrement. On a réussi, avec un vote à l'unanimité hier au Sénat, de faire en sorte de rentrer dans la loi française un droit voisin au droit d'auteur pour les éditeurs de presse, les agences de presse et les journalistes. Je vais m'attaquer là en annonçant en octobre devant le Conseil des ministres un projet de loi pour réformer l'écosystème de l'audiovisuel dans notre pays, avec 3 grandes parties: la réforme de la régulation de tout ce qui est contenu audiovisuel, lutte contre le piratage, et aussi en partie responsabilisation et intégration des plateformes dans la régulation, notamment des plateformes Internet dans la régulation. La question de la refonte de toutes les règles, qui sont des règles qui ont été utiles pendant des années pour protéger la création française et les spécificités de la création française, tant en matière de cinéma que d'audiovisuel, mais qui aujourd'hui sont plus adaptées à l'arrivée de géants numériques qui arrivent en contournant les règles qui sont les nôtres. Et donc il faut donner beaucoup plus de souplesse aux acteurs français historiques et européens historiques, tout en intégrant ces nouveaux acteurs dans une régulation qui permet de maintenir une création dans l'audiovisuel, dans le cinéma et plus largement même riche, diverse dans notre pays et en Europe. Je peux vous assurer que ça va pas être simple, parce qu'on va toucher aux questions de publicité, on va toucher aux questions de relations entre les éditeurs de télévision et les producteurs de contenu audiovisuel. On va parler de relations entre les opérateurs de télécommunications et les éditeurs de télévision. On va parler de règles qui sont, encore une fois, des règles qui sont complètement entrées dans un cadre figé et qui, nous, on va essayer de faire évoluer. Et ça va pas être simple. Puis, 3e partie, on s'attaque à la réforme en profondeur de l'audiovisuel public,
en réaffirmant l'ambition qu'on veut avoir en matière d'audiovisuel public. Je pense qu'à un moment donné où on est dans un monde de plus en plus global, où on a un vrai risque de perdre nos spécificités en matière culturelle et d'être englobé dans une culture anglo-saxonne ou chinoise dominante, on a besoin de se doter d'outils, et notamment audiovisuel public, qui nous permettent de continuer à financer et à diffuser des contenus français et européens. Je pense que c'est particulièrement vital en ce moment même. Comme on a besoin d'accompagner nos jeunes et nos moins jeunes dans une information de qualité et dans la lutte contre la désinformation, alors qu'on sait bien que c'est une grande menace pour nos démocraties. Je pense que donc la dimension d'éducation à l'image, d'information sont des missions essentielles pour l'audiovisuel public. Et donc on doit le réaffirmer et ensuite se doter de moyens organisationnels et de gouvernance permettant à l'audiovisuel public de se transformer pour mieux répondre aux attentes et aux usages de nos compatriotes dans leurs relations avec l'audiovisuel, que ce soit la télé, la radio ou l'Internet, en France et à l'étranger. Enfin, à la fois dans notre dispositif français et notre dispositif à l'international. Ça, c'est pareil, c'est une réforme qui n'a vraiment en profondeur jamais existé. Je sais que c'est compliqué, je sais qu'il y a une tradition syndicale forte dans ces entreprises-là, mais je pense qu'à partir du moment, comme dans vos entreprises, où on explique là où on veut aller, qu'on propose un projet d'entreprise, on peut casser les immobilismes et les freins au changement. Mais depuis tant d'années, moi j'ai fait 12 ans que je suis à la commission des affaires culturelles, alors je n'y suis plus, mais en tout cas ça faisait pendant 12 ans que j'avais été à la commission des affaires culturelles à l'Assemblée, j'ai tellement vu l'absence de vision et de projet politique pour l'audiovisuel public que c'est pas étonnant qu'il y ait des freins au changement et que les gens soient dans l'inquiétude, dans la frilosité et n'aient pas envie d'accompagner quelque chose qu'ils ne connaissent pas puisqu'il n'est pas défini. Donc on va le définir, je dis pas qu'on va réussir, hein, mais enfin en tout cas on va essayer et on va mobiliser toute l'énergie qui est la mienne et celle de mes équipes pour faire en sorte qu'on réussisse, ce qui est à mon avis essentiel pour l'avenir de l'audiovisuel et pour l'avenir de notre conception très française de la culture. Jean-Marie. Monsieur le ministre, j'ai toujours profité des situations. Comme il y avait le micro à côté de moi, je me suis permis de prendre la parole. Et je voudrais vous poser deux questions. Bien que je ne sois pas du tout, moi, dans l'entreprise, je n'ai qu'une toute petite entreprise. Comme écrivain, on ne peut pas dire que ce soit quelque chose de très caractéristique. Je voudrais vous poser deux questions. La première, la France est illustrée au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, dans les métiers d'art. Or, aujourd'hui, il faut bien admettre que ces métiers d'art sont complètement à l'abandon. C'est vraiment, dans la République, une zone complètement laissée en friche. On ne s'en occupe pas. Quelques entreprises, je pense à L'Oréal, se battent pour les métiers d'art. Et on a un peu tendance à privilégier l'art, avec un grand A, au détriment des métiers d'art. Et c'est vraiment une erreur fondamentale parce qu'il se trouve que les artistes viennent très souvent des métiers d'art. Moi, je suis d'une famille d'artisans, puisque c'était des ébénistes, Jacob Desbalter, qui sont ensuite devenus des artistes. Mais il y a la famille Renoir, qui étaient aussi des artisans qui ont donné naissance à des artistes. Donc, je trouve, qu'est-ce que vous comptez faire sur ce plan de la défense de l'artisanat d'art qui, en Italie, dans d'autres pays, a une grande vogue. Ils ont réussi à maintenir, justement, mais comme nous sommes la France, je crois que, contrairement à ce que dit Sophie de Menteau, on aura beaucoup de mal à changer les Français, et que la France est très idéologue, cette idée du travail manuel est complètement laissée de côté. Enfin, une autre question, plus dérangeante. Le Puy du Fou. Alors, je ne sais pas si vous êtes allé au Puy du Fou. Bon, je ne vais pas arranger ma réputation d'homme de droite, de Figaro et d'académicien. Mais enfin, maintenant que Emmanuel Macron est allé au Puy du Fou, on peut en parler sans subir une opprobre épouvantable, sans qu'on vous traite de l'eupéniste ou de je ne sais quoi. Il me semble que le Puy du Fou, qui est un modèle pour l'étranger, puisqu'il a remporté tous les grands prix pour l'étranger, j'y suis allé, je dois vous dire, j'y suis allé par hasard, parce que je faisais une conférence dans le coin,
Et on m'a dit, vous allez y aller. J'ai dit, non, avec ma réputation, déjà, je ne veux pas y aller au Puy du Fou. Parce que, mais je vais imaginer ce qu'on va dire. C'était avant Macron. Et j'y suis allé et j'ai été ébloui à la fois par cette formidable capacité à entrer dans l'histoire d'une région, à être à la fois de la culture, du divertissement et en même temps de la culture historique. Pourquoi est-ce que toutes les régions n'ont pas leur Puy du Fou? Pourquoi est-ce qu'on ne les incite pas vraiment à ce formidable... C'est un talent, je vous promets, quels que soient les préjugés qu'on peut avoir vis-à-vis du Puy du Fou, il tombe le jour. Voilà mes questions, monsieur le ministre. Bon, c'est pas si dérangeant que ça, j'ai connu pire. Alors, métier d'art, vous avez totalement raison. Métier d'art est au cœur de nos préoccupations. J'ai rencontré beaucoup de chefs d'entreprise, beaucoup de maîtres qui continuent de transmettre, même si parfois les vocations sont rares, leur savoir-faire ancestral. Et donc, on veut vraiment aller avec Bruno Le Maire, parce qu'on partage cette ambition, assez vite et assez fort sur les métiers d'art. Donc, on est en train de revoir, je dirais, la façon dont on travaille avec les professionnels. Donc, il y a eu des missions parlementaires, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est un peu compliqué, mais on veut moderniser la gouvernance de la filière, on va dire. Et on veut finaliser, on est en train de finaliser un plan de filière pour tout ce qui concerne les métiers d'art. Ça ne passe que comme ça, c'est-à-dire de la méthode, de la détermination et un peu de temps. Voilà. Deuxièmement, on va l'appliquer aussi sur la partie publique. Je travaille actuellement avec les équipes de nos manufactures de Sèvres et manufactures des Gobelins, avec l'Immobilier National et la manufacture de Sèvres, pour voir de quelle manière on peut, là aussi, mettre davantage en valeur ces savoir-faire extraordinaires, qui sont des savoir-faire publics, français, d'exception, recherchés dans le monde entier, et qui peuvent contribuer, avec tout ce qui se fait aussi, bien évidemment, dans le privé, à la renommée de la France et à la force de la France en matière de création artistique. Parce qu'effectivement, il y a une dimension économique, il y a une dimension industrielle, il y a une dimension artisanale, mais il y a une dimension aussi éminemment artistique et créative. Deuxième sujet, le Puy du Fou. Moi, je ne crois pas que le ministre va pouvoir dire tiens, on va créer un établissement comme ça dans chaque région, il faut y aller absolument, et vous n'avez pas d'autre solution, et c'est comme ça et pas autrement. Pourquoi le Puy du Fou a réussi? C'est parce que ce sont des initiatives locales et régionales. Ce sont les acteurs locaux qui se sont saisis de cette idée-là et qui l'ont développée avec beaucoup de force, d'énergie, en déplaçant des montagnes. Mais c'est d'abord et avant tout venu des initiatives locales, c'est-à-dire du terrain. Et l'enjeu pour nous, c'est de faire confiance au terrain, c'est de miser sur les territoires. Et c'est la raison pour laquelle, d'abord en tant que maire d'une petite ville de 15 000 habitants, Coulommiers, la ville du fromage, je connais bien ces problématiques-là. Je sais toute l'énergie qu'il y a sur le terrain et qui malheureusement souvent est bridée par notre système très centralisé et jacobin français, même si ça évolue. Donc nous, et c'est à la demande du président de la République aussi, mais moi c'est dans mon ADN, je veux vraiment... et je le disais tout à l'heure, que le ministère soit en accompagnement de toutes ces initiatives-là. Ils ne viennent pas dire ça ne sent pas très bon, ou c'est pas exactement comme ça qu'il faudrait faire, ou c'est pas assez intellectuel, ou c'est trop intellectuel, etc. C'est de dire, il y a une énergie, il y a une volonté de faire, ça va dans le sens de ce qu'on imagine en termes d'éducation, en termes d'émotion, en termes de création, et ben on accompagne d'une manière ou d'une autre. C'est pas forcément des subventions, c'est pas forcément de l'argent, mais ça peut être de l'ingénierie. On voit par exemple jaillir partout en France de ce qu'on appelle des tiers-lieux ou des lieux intermédiaires, c'est-à-dire dans des endroits, dans les villes, dans les quartiers, dans la ruralité, des anciennes usines, des friches urbaines, des friches industrielles qui revivent parce que certains, des artistes, des élus, des chefs d'entreprise décident de dire là, on peut créer quelque chose en se rassemblant avec des énergies diverses, d'horizons diverses. On peut avoir un lieu où on va assister à des créations artistiques parce qu'il va y avoir un atelier de plasticien. On va avoir une scène où il va y avoir de temps en temps un concert ou de temps en temps une pièce de théâtre. Et puis on va créer un lieu de convivialité, on va pour se retrouver après. Et puis on va échanger, et puis on va faire venir des jeunes. Et puis on va rencontrer des écoles qui vont venir voir un artiste à qui on a permis de pouvoir s'installer et créer à cet endroit-là. Et donc se créent des lieux qui retissent du lien,
et qui permettent aux artistes de créer, aux habitants du territoire de venir se rencontrer et avoir accès à la culture. Et ben notre rôle, c'est de les accompagner. Or aujourd'hui, l'organisation du ministère n'est pas adaptée à ça. On a des grands labels, des grandes missions qui ont leur sens. Et contrairement à ce que parfois certains imaginent, ces labels, ces scènes nationales, ces CDN, ces centres de chorégraphique, s'adaptent, évoluent, bougent, mais le ministère, lui, bouge moins vite d'ailleurs que ces labels. Donc on va changer l'organisation du ministère pour d'abord déconcentrer les décisions au niveau régional. Aujourd'hui, si on veut donner un label à un théâtre, c'est des personnes qui sont dans les directions régionales des affaires culturelles, qui montent un dossier, ça prend souvent beaucoup de temps, et ensuite ce dossier remonte au niveau national, et d'autres personnes regardent à nouveau le dossier, vérifient ce qu'ont fait les agents de la région, se renseignent eux-mêmes, donc contrôlent finalement leurs collègues, et ça reprend à nouveau des mois. Et donc l'acteur de terrain qui a une énergie incroyable, qui a un super projet, attend des mois et des mois qu'on veuille bien lui dire « bon, ça c'est pas mal ce que vous faites » ou « c'est pas mal ce que tu fais ». Et bien ça va changer, c'est-à-dire que la région, les équipes en région auront la main, sauf quelques labels très symboliques de niveau national qui méritent toujours d'avoir une validation nationale, mais la plupart des décisions, ce qu'on appelle individuelles, seront prises au niveau local. Et deuxièmement, je crée une nouvelle direction dans le ministère qui sera une direction tournée sur les questions d'accès à la culture, de démocratisation, de transmission et de coordination territoriale. C'est-à-dire comment on fait en sorte de rechercher, innover, partager des bonnes pratiques autour de ces questions de transmission, de démocratie culturelle, d'accès à la culture et de création de lieux et d'événements et de propositions culturelles innovantes. Donc les Puy du Fou, il faut qu'il y en ait partout, mais pas forcément sur le modèle du Puy du Fou, sur le modèle de ce que les acteurs de terrain, dans tel territoire, voudront bien vouloir créer ou auront envie de créer. C'est ça l'objectif. Et ça me paraît totalement compatible avec l'autre point dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire de remettre l'artiste et le créateur au cœur de tout. Des politiques d'éducation artistique et culturelle, des politiques culturelles en elles-mêmes, c'est-à-dire les choix des soutiens de l'État ou des collectivités locales et territoriales, de l'organisation même de la ville. Moi, je pense que la ville, elle est plus belle quand les Françaises et les Français, ils sont en contact d'artistes, en contact, si on les rapproche des spectacles, si on les rapproche des offres culturelles dans leur diversité. Et ça fonctionne. Vous remettez dans un quartier en difficulté des créateurs, il se passe quelque chose. Les repères changent, et dans le bon sens. Et donc, on va essayer d'accompagner toutes les initiatives locales comme celle-là, parce que c'est formidable. Et je ne suis pas encore allé au Puy du Fou pour le moment, mais si vous voulez, on ira ensemble. Hein ? Voilà. Bonjour Franck. Je crois que tes derniers propos ont résonné très favorablement auprès de ceux qui ont des idées sur la diffusion de la culture dans le territoire. Je pense à Elsa Boulbil, naturellement. Je pense que le ministre de la Culture, c'est l'homme qui est le plus critiqué en tant que ministre, parce que c'est le ministre des privilégiés ou des mendiants. C'est le plus difficile. Et pourtant, le monde de la culture est plutôt bien géré. Bien sûr, il y a des efforts à faire, il y a des plans de progrès à mettre en œuvre, mais je pense qu'on l'a démontré, par exemple les structures qui gèrent les droits des fameux intermittents, mis à part le chômage, il n'y a pas de compte-rendu, donc je vais me lâcher, se portent plutôt bien et sont très innovants. Parce que travailler dans le monde de la culture, quand on est un entrepreneur, parce que les entreprises de la culture, ça existe, quand on est producteur de films, on prend des risques. Quand on est directeur de théâtre privé, on prend des risques. Et on prend des risques sur des périodes courtes ou longues. Quand on est producteur de télévision, on prend des risques. Ce sont des véritables entreprises que souvent les entreprises dites classiques considèrent un peu comme un peu frivoles. Ce n'est pas le cas. Ce sont des entreprises très strictement réglementées et très strictement gérées. Plus l'innovation, plus ou moins bien sûr, il y a des progrès partout à faire. Plus l'innovation, je vois le monde de la culture qui met en place un dispositif, parce qu'ici on est dans entreprise à taille humaine, et donc il y a humain dans humaine,
l'idée de faire en sorte que de s'occuper de la santé des personnels de la culture, qui sont nombreux. D'ailleurs, je vous rappelle les uns aux autres qu'il y a plus d'emplois dans la culture en France que dans l'automobile. Il y a plus d'emplois dans la culture que dans l'industrie du luxe. Donc c'est un secteur important. Le ministre de la Culture est aussi un diplomate de l'économie et un diplomate du rayonnement culturel et donc de l'économie française. C'est un métier qu'on oublie un petit peu dans sa fonction. Il a cette fonction-là de faire rayonner la culture française qui porte ses fruits. Et je voulais dire que nous modernisons volontairement la santé, parce que la santé d'un intermittent ou d'un artiste, c'est son instrument de travail. On oublie souvent que le corps d'un artiste, c'est son instrument de travail. Et avec Frédéric Salman, le docteur célèbre, nous avons l'ambition de monter un centre médical qui sera dédié au monde de la culture. Là aussi, seule la France aura un dispositif adapté à son monde culturel, à son mode de travail, son mode de gestion, et on pourra en être fier. Voilà. La question est simplement rapide, merci de le rappeler. Comment peut-on mettre en valeur cet esprit entrepreneurial qui, finalement, fait que le monde de la culture, mis à part le monde subventionné, fait en sorte que le monde de la culture est ce qu'il est aujourd'hui et un des plus brillants au monde. La question, l'entrepreneuriat. Alors d'abord, moi ce que je voulais dire quand même, c'est que, parce que tu parlais de la protection sociale, la santé, etc. Il y a aujourd'hui, pour un certain nombre de créateurs, d'auteurs, dans la diversité de ce que c'est qu'être auteur, créateur, un artiste auteur, du livre, de la BD, en passant par le plasticien, des situations individuelles, souvent d'une précarité terrible. Il faut qu'on en ait conscience. Aujourd'hui, la plupart des artistes dans ce pays sont dans une situation financière catastrophique, dans une précarité exceptionnelle. Il faut le dire. Il y a des dispositifs qui existent qui sont de très bonne qualité, mais notamment pour les artistes-auteurs, c'est souvent très difficile parce que ils ne sont pas salariés, ils n'ont pas donc toute la protection que peuvent avoir les salariés. C'est la raison pour laquelle j'ai pris la décision de lancer une mission qui est présidée par Bruno Racine, qui est l'ancien président de la BNF, et qui pendant plusieurs mois va travailler avec des philosophes, avec des sociologues, avec des gens qui connaissent très bien les questions sociales, financières des artistes-auteurs, des universitaires, des artistes-auteurs eux-mêmes, à ce que doit être la place dans l'avenir des artistes-auteurs dans notre société, c'est-à-dire vraiment avoir une dimension sociétale très forte, mais aussi de leur donner les moyens de continuer à créer dans notre société. Et c'est donc les questions sociales, les questions de rémunération, les questions de formation, les questions de reconversion, les questions de retraite qui vont être abordées. Et croyez-moi, ce point-là n'est pas du tout un point mineur. Et donc on va s'y atteler avec force. Sur l'intermittence, un mot. Effectivement, le gouvernement a pris la décision difficile de réformer en profondeur l'assurance chômage. Et il a souhaité que ne soient pas concernés les annexes 8 et 10 qui touchent au métier du spectacle. Pourquoi ? D'abord parce qu'il y a des spécificités évidentes de ces métiers-là qui nécessitent évidemment de passer d'un spectacle à un autre. Et donc on est en permanence dans des contrats de courte durée. Et deuxièmement parce qu'il y a eu un travail important de fait en 2016 ouvrant à une réforme de ce régime spécifique, mais dont les modalités pratiques n'ont pas encore suffisamment été mises en œuvre pour pouvoir juger si oui ou non ça permet, ces accords, de lutter contre les effets d'aubaine ou contre les excès qu'il y a pu y avoir et qui existent encore par certains côtés, notamment, pardon de le dire, dans l'audiovisuel, avec ce système dit de permittence, qui fait que ça arrange un peu tout le monde, et les salariés et les entreprises, de maintenir ces salariés dans le régime des intermittents plutôt que les embaucher à temps complet dans l'entreprise. Absolument. Je voulais faire une réflexion là-dessus parce que, en tant qu'entrepreneur, on est quand même très étonné de voir le statut spécial. Je sais que
Vous allez tous à Avignon ce soir, mais les intermittents du spectacle, et d'ailleurs, ils ont probablement été détournés, nous sommes certainement responsables, nous, chefs d'entreprise, mais enfin, les voir au standard et à l'accueil des entreprises et avoir des statuts d'intermittents partout, y compris dans des chaînes de télévision qui d'ailleurs abusent des CDD et des intermittents, mais ce sont les seuls qui ne sont pas punis. Il y a peut-être un peu de ménage, non ? C'est ce qu'ont décidé les partenaires sociaux en 2016, ce qui doit être mis en œuvre et suivi, et le moment venu, évalué. Le gouvernement participe financièrement à accompagner à la mutation avec un fonds dédié qui permet d'accompagner les entrepreneurs de spectacle qui embauchent des intermittents pour faire en sorte que les contrats soient de durée plus longue et qu'on transforme des CDD récurrents en CDI. Parce qu'on veut accompagner la transformation, mais pour autant, nous soyons aussi convaincus que c'est aussi grâce à cette spécificité-là qu'il peut y avoir une telle richesse des spectacles dans notre pays, des festivals dans notre pays, et ce qui est aussi économiquement très utile en matière de tourisme, en matière d'activité d'hôtellerie et de restauration, et donc c'est-à-dire tous ces emplois, cette croissance économique indirecte générée et suscitée parce qu'il y a une richesse importante de la création de spectacles dans notre pays. Voilà, et donc je voulais parler de l'intermittence. Après, de la même façon que je souhaite accompagner les territoires, on est là pour accompagner les entreprises qui sont dans le domaine de la culture et qui ont envie de développer leur business dans ce monde-là. On a créé un espèce de forum qui fonctionne très très bien et on veut lui donner une nouvelle dimension, c'est entreprendre dans la culture pour rapprocher toutes celles et ceux qui ont des idées autour des nouveaux métiers de la culture et donc des nouvelles possibilités économiques dans la culture. Donc entreprendre dans la culture, il y a un nombre de start-up, de jeunes qui veulent innover, qui veulent créer leur société dans la culture, c'est exceptionnel, exceptionnel. Et puis c'est plus largement la politique que l'on souhaite conduire en matière de développement des industries culturelles et créatives. Le président met des moyens, avec le ministre de l'économie et moi-même, des moyens importants pour accompagner au développement des entreprises à l'export, notamment avec des fonds d'investissement qui vont venir solidifier la croissance de ces entreprises-là. C'est une stratégie qu'on est en train d'affiner avec mon collègue Jean-Yves Le Drian pour vraiment mettre la France à la pointe de ce qu'on peut faire en matière d'export de nos contenus culturels, de nos œuvres culturelles et de nos œuvres, et notamment en matière de cinéma, en matière d'audiovisuel, en matière de musique, en matière de jeux vidéo, en matière donc de livres, de toutes ces industries culturelles. Et ça, on est vraiment déterminé à faire. Et je vous donne un exemple qui ne touche pas, là, pour le coup, les industries culturelles, mais qui touche les musées. Vous savez qu'un des très belle réussite française à l'export en matière de musée, c'est le Louvre Abu Dhabi. Si vous n'êtes pas allé à Abu Dhabi, courez-y. C'est un lieu exceptionnel, tant parce que c'est un chef-d'œuvre extraordinaire de Jean Nouvel. Quand on est à Abu Dhabi, au Louvre Abu Dhabi, on est subjugué par ce chef-d'œuvre. Et en même temps, c'est très réussi au niveau de la muséographie et des collections. C'est-à-dire c'est un très beau musée avec une muséographie remarquable. Donc allez-y, vous verrez que ça n'a été possible parce que des opérateurs français, des musées français se sont regroupés autour de dans l'agence France Muséum pour mettre à disposition de nos amis émiriens, c'est pas la même chose, de nos amis émiriens, on travaille parfois aussi avec les Qataris, mais c'est différent, les amis émiriens, un savoir-faire, et on a noué avec eux un partenariat de confiance sur le temps long, à travers le Louvre Abu Dhabi, et ça nous permet de développer maintenant d'autres partenariats culturels avec eux. Et ce type d'expérience, on veut les renouveler, parce que, comme ça a été dit, la France dans le monde, en matière culturelle, ça signifie quelque chose d'exceptionnel. Et donc, on veut mieux s'organiser pour répondre à cette demande de France, d'ingénierie française en matière muséale, en matière patrimoniale, en matière de spectacle vivant, en matière d'opéra, en matière de concerts. Et ça, aujourd'hui, c'est pas suffisamment bien structuré. L'Institut français fonctionne bien, mais globalement, il n'y a pas une politique suffisamment définie
est mise en œuvre avec force et détermination pour aller chercher tous les potentiels que l'on a à l'étranger en la matière, tant dans les industries culturelles que dans notre savoir-faire français. Dernier point, pour rebondir sur ce que tu disais, pour dire à quel point ça signifie pour les gens dans le monde entier la France en matière culturelle, c'est la réaction que j'ai vue de quelqu'un que vous connaissez sûrement, peut-être pas le nom, mais quand je vais vous dire qui c'est Roger Hodgson, qui est le leader, auteur, compositeur et chanteur du groupe Supertramp, qui est un groupe qui a évidemment eu un succès considérable dans les années 70 et début des années 80, et à qui j'ai remis les insignes de chevalier des arts et des lettres. Il a fondu en larmes devant tous ces musiciens qui fondaient en larmes, et ça c'était au ministère de la Culture, tellement il était ému que la France reconnaisse ce qu'il a apporté, non seulement à l'histoire de la musique, mais aux gens. C'est-à-dire ce qu'a apporté la musique de Roger Hodgson aux gens. Et que la France, qui pour lui est le pays au-dessus de tous les autres en matière de culture, reconnaisse cet apport-là, il l'a dit tel quel, ça l'a ému aux larmes. Et lors de son concert à l'Olympia, j'y suis allé, parce que pour le coup, c'est un des petits avantages du ministre de la Culture, c'est qu'il... contrairement à ce que certains disent, il faut que tu te fasses des spectacles, c'est un vrai bonheur d'aller au spectacle. Donc c'est vrai que j'y vais beaucoup. Et donc je suis allé à son concert, et à la fin du concert, un moment magique, où il dit, écoutez, maintenant je vais vous... 2 heures de concert, tout le monde debout, ambiance folle, s'il n'y a que des tubes, si je vous mettez la playlist, vous en reviendrez pas. Et à la fin, juste pour le rappel, il revient et dit, bon, voilà, je vais vous faire les 2 dernières chansons, on va faire la fête encore ensemble. Mais je voulais vous dire, la France m'a fait un grand honneur en me distinguant votre ministre des Arts et de la Culture. C'est pas ministre de la Culture et de la Communication, c'est des Arts et de la Culture. Je trouve que c'est intéressant. Moi, je suis ministre de la Culture, mais j'ai le périmètre de la communication dans mon portefeuille ministériel, mais mon titre, c'est ministre de la Culture. Mais bon, bref, il dit ministre des Arts et de la Culture, qui m'a fait un grand honneur en me donnant, il prend son papier, chevalier des Arts et des Lettres. Et là, alors, tonnerre d'applaudissements, et il y a eu une communion entre le public, lui, autour de ce que la France avait fait pour reconnaître ce qu'il apporte aux gens et ce qu'il a apporté à l'histoire de la musique exceptionnelle. Et pour vous tout dire à quel point il était fier, il a pris son insigne qui était dans sa pochette, il l'a sorti et il a joué les 2 derniers tubes avec sa médaille des Arts et des Lettres. Et vous voyez, parfois nous on dit les décorations, ça sert à rien, etc. Moi je trouve que c'est formidable que des gens comme ça, qui sont des stars incontournables, considérables, qu'on fait danser, rêver, donner du bonheur à tant de gens dans le monde entier, qui font en larmes en disant la France, elle a reconnu ce que j'étais, parce que la France, c'est la France en matière de culture, ça fait drôlement plaisir. Il faut qu'on en ait encore davantage conscience. Voilà. Alors, il y a 2 questions là-bas. Je fais juste une petite parenthèse, mais tous les investissements qu'on fait pour la culture et qui sont formidables, c'est nous qui les payons, nous, entrepreneurs. Hein, c'est nous qui les payons, avec nos impôts, qui sont très lourds. Les dépenses de l'État, c'est pas terrible. Donc, 2 questions. Là, Sophie, je suis obligé de monter au créneau. Non, mais, pardon. Tu as raison. Le chef d'entreprise que je suis, je sais à quel point c'est important de gérer correctement. J'ai fait de bêtises, j'ai l'impression. Ça a glissé. Bon. Donc, de bien gérer. Croyez-moi. D'abord, en matière de... Je ne veux pas faire spécialement de la promotion de ce qu'on fait, parce que ce n'est pas l'objectif d'un déjeuner comme ça, mais en termes de baisse de la fiscalité, tant pour les particuliers que pour les entreprises, sur le quinquennat, franchement, on a refait les comptes avec le président, le Conseil des ministres hier, et avec le Premier ministre, le président de la République et le Premier ministre, c'est sans précédent ces dernières années. Et deuxièmement, ça veut dire qu'il y a des conséquences dans les choix budgétaires qui sont les nôtres. Et croyez-moi, sur l'audiovisuel public, c'est 190 millions d'euros de moins à l'horizon 2022 que vont devoir économiser les entreprises audiovisuelles publiques. C'est du jamais vu. C'est des décisions sur les dépenses fiscales sur lesquelles nous sommes en train de travailler
pour qu'on puisse réduire un peu le coût d'un certain nombre de dépenses fiscales, parce que les fameuses niches fiscales. Et dans matière budgétaire, les discussions, je peux t'assurer, avec Bercy pour voir de quelle manière on contient, voire on baisse en fonction des priorités les budgets, c'est pas rien. Et on va sur une tendance de chaque année quand même depuis 2017 à une baisse du déficit public qui est nette. Et donc, il faut en avoir conscience. C'est-à-dire que le choix qui a été fait de transformer la fonction publique, c'est-à-dire cette réforme de la fonction publique qui vient d'être votée, qui est là aussi jamais avait été imaginée, et donc encore moins mis en œuvre, une telle réforme du fonctionnement de la fonction publique et de l'administration dans ce pays. Ça veut dire que ça va être des outils pour transformer mieux nos administrations, pour faire des économies. Donc tant dans les choix budgétaires, je dirais d'une année à l'autre, que dans les fondamentaux de notre fonctionnement de la machine d'État, ce sont des décisions difficiles que nous prenons parce qu'on est convaincu, comme toi, qu'on est dans un pays où on paye déjà beaucoup d'impôts et donc on ne peut que les baisser, et dans un pays où il faut aller encore beaucoup plus loin dans la bonne gestion de l'argent public et l'administration d'État en particulier. Mais la détermination, elle est totale à baisser les dépenses publiques et on le fait. Elle est totale à baisser les impôts et on le fait. Après, dans mon ministère en particulier, je peux vous assurer qu'on a lancé à travers le plan de transformation du ministère, parce que les outils qu'on va avoir en matière de modernisation du fonctionnement de la fonction publique, à travers la confiance que je veux faire aux opérateurs, notamment dans les musées, dans le patrimoine, dans le spectacle vivant, pour qu'ils aient davantage la main pour mieux gérer leurs ressources autre, fait que je pense qu'on va vraiment dans le bon sens. Après, il ne faut pas casser des dispositifs qui permettent globalement qu'on soit dans un pays où, en ce qui me concerne, on ait une politique culturelle intense, qu'on ait beaucoup de spectacles, qu'on ait une création dans l'industrie culturelle formidable, et qu'on en saisisse mieux les opportunités. Je suis d'accord avec toi, mais je veux vraiment que vous ayez conscience de la détermination qui est la nôtre à mieux gérer l'argent public et à réduire les dépenses publiques. On va peut-être prendre 2 questions à la fois, ou 3. Oui. Monsieur le ministre, j'aimerais vous poser une question sur l'audiovisuel. Grégory Samac, directeur général de Molotov. Nous savons, et vous l'avez dit tout à l'heure, que les GAFA représentent un facteur de déséquilibre pour notre économie et notre modèle culturel, vous l'avez dit tout à l'heure vraiment. Et Molotov représente une réponse entrepreneuriale à ce défi, puisque nous agrégeons en OTT la grande majorité, la quasi-totalité des chaînes de télévision françaises pour près de 8,5 millions de Français. Et nous avons par ailleurs un grand potentiel de développement à l'échelle internationale, européenne, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Italie, etc. Cette ambition, nous voulons la poursuivre en mobilisant la puissance du talent des acteurs français. Nous voulons fédérer pour partir à la conquête du monde. Mais TF1 vient de nous retirer le droit de diffuser toutes ces chaînes sur Molotov. Pourquoi ? Pour lancer Salto, d'ailleurs avec France Télévisions, ce qui met en péril notre développement. Pardonnez-moi de vous poser la question comme ça, monsieur le ministre, mais elle est la suivante. Souvent en France, les ambitions collectives passent par l'État. Pensez-vous pouvoir jouer un rôle pour que face aux GAFA, nous jouions collectif pour faire gagner nos couleurs plutôt que de nous livrer à des batailles intestines stériles, en laissant la place à des acteurs surpuissants qui se jouent de nos divisions internes. Merci, monsieur le ministre. Bonjour, Yasmina Jaffar pour La Ruche Média. Nous nous sommes vus le 13 mars dernier, lorsque vous m'aviez remis le prix pour PFDM, et je n'ai pas explosé en larmes comme Trump, parce que comme Super Trump, pardon. Génial, j'adore cette phrase. C'est super. Super Trump. Voilà, donc ravi de vous revoir aujourd'hui. En tout cas, ça, c'était le petit préambule. Mais la question que je voulais vous poser, c'était, il y a quelques jours, Carrefour a connu quelques déboires. Il y a encore moins de jours, Conforama a dû mettre en balance et faire démissionner, enfin en tout cas virer 1900 personnes. Et dans le même temps, Amazon engage 1800 personnes. Donc il y a une vraie confrontation et un changement de paradigme par rapport à l'entrepreneuriat. Et nous avons un président de la République qui nous donne le goût, comme vous l'avez dit tout à l'heure, de l'audace, du risque de prendre sa vie en main
en bon élève de Paul Ricoeur et c'est important d'avoir le goût de l'entreprise. Et ce n'est pas une question autour de l'économie, mais vraiment une question autour de la culture. Et je reprends les termes de Sophie sur la culture d'entreprise. Comment faire pour que justement les gens qui se retrouvent au chômage à un âge passé puissent se dire nous ne sommes pas simplement des salariés en France, nous n'avons pas forcément la culture d'entreprise, mais nous allons essayer d'avoir cette audace. Les millennials, eux, ont l'habitude. Aujourd'hui, ils créent facilement. L'entreprise, c'est quelque chose de pas très étranger pour eux, mais passé un certain âge, c'est plus compliqué. Donc, comment insuffler cette audace, cette envie de culture d'entreprise à toute une société qui se connaît plutôt comme étant plutôt salarié qu'entrepreneur, en fait. Oui, bonjour Monsieur le Ministre, Hervé Lassalas, président de Pluriclub et écrivain. Le 15 avril dernier, vers 18h, la vie de la France a changé, la vie des Parisiens a changé, la vôtre aussi peut-être, avec l'incendie de Notre-Dame, dû à une étincelle. Là-dessus, on pourrait évidemment revenir. Moi, j'ai une question dans la question, c'est reconstruire à l'identique, qu'est-ce que ça veut dire exactement pour vous? Merci. Je vais répondre déjà à ces 3 questions. Écoutez, Molotov, voyons-nous. Je sais qu'il y a des problématiques spécifiques. J'ai bien suivi ce que vous faites depuis déjà plusieurs années. Vous avez un projet très innovant. Il faut qu'on voit de quelle manière on peut vous aider, bien évidemment. Après, il y a aussi la liberté d'entreprendre. Il y a les choix des acteurs de ce secteur-là qui font des choix. Moi, je pense que l'État doit veiller à ce que l'écosystème soit le plus favorable à ce que chacun se réalise, chacun puisse exprimer son audace et son innovation, puisse se développer en conservant des grands principes, notamment de veiller à ce qu'on puisse continuer d'investir dans la création française, la création européenne, etc. Mais l'idée, c'est pas d'être l'organisateur de la vie des entreprises, parce que sinon, alors là, on est dans un système qui n'est plus un système de liberté. Moi, je suis très attaché à cette liberté. Donc, avec plaisir, vous rencontrer, surtout que vous êtes au cœur de cette... il y a la recomposition politique, mais il y a la recomposition aussi dans l'audiovisuel. Et vous êtes au cœur de cette recomposition des acteurs et de la façon dont sont répartis la chaîne de la valeur dans l'audiovisuel. Donc, c'est évidemment ce que vous apportez, est-ce que vous êtes trop en avance, est-ce que vous êtes dans le bon tempo, est-ce que vous êtes déjà en retard? Bon, c'est tout ça qui est votre interrogation en permanence et qui est la nôtre aussi. Et c'est vrai que c'est d'autant plus intéressant de pouvoir échanger avec vous très rapidement que, comme je le disais tout à l'heure, on va avoir à prendre des décisions très vite sur l'écosystème de cette création dans l'audiovisuel. Donc avec plaisir voir à nouveau, même si j'ai eu l'occasion déjà de vous rencontrer plusieurs fois avant d'être ministre. Sur l'envie de permettre aux aînés ou aux gens qui sont licenciés d'entreprendre, écoutez, je ne sais pas si c'est vraiment spécifiquement une action culturelle à la suite de ce licenciement dont on peut parler, mais globalement, j'en ai dit 2 mots tout à l'heure en réaction à ce que disait Sophie sur culture d'entreprise. Ce que je peux rajouter, c'est que le gouvernement fait le choix de l'accompagnement de ceux et celles qui sortent de l'entreprise, qui soit un vrai accompagnement. On a leurré nos compatriotes sur la soi-disant façon dont on s'occupait d'eux quand ils étaient au chômage, quand ils sont au chômage. Donc c'est tout l'objet de la réforme de l'assurance chômage, c'est de dire attendez, arrêtons de continuer à donner, de se donner bonne conscience avec des indemnités. Il en faut, parce qu'il faut que les gens puissent continuer de vivre dignement et continuer de pouvoir permettre à leur famille de vivre, mais que c'est pas là où l'investissement de la solidarité nationale, parce que c'est de plus en plus la solidarité nationale qui prend en charge le régime de l'assurance chômage. Et donc il faut plutôt s'occuper individuellement de chaque personne dans sa spécificité, dans son besoin de qualification nouvelle, dans son orientation, dans sa reconversion et dans la possibilité qu'on peut lui offrir de pas forcément continuer à être salarié, mais de mettre en œuvre son projet d'entreprise individuelle ou plus importante, et que c'est ça le bon accompagnement et la bonne solution, plutôt que d'être dans une réponse très générale où on se donne parfois un peu trop bonne conscience alors qu'on ne règle pas fondamentalement les besoins de reconversion ou on ne satisfait pas les envies d'entreprendre de nos compatriotes qui ont été licenciés. Notre-Dame de Paris. Oui, si, je pense que ça nous a tous changés.
on a tellement vécu une émotion forte le 15 avril, et ça nous a fait prendre conscience de tellement de choses, que oui, ça nous a changé. Moi, ça m'a particulièrement changé. Cette nuit-là restera gravée à jamais dans ma vie, de voir le regard du général Gallet qui regarde dans les yeux le président de la République alors que je suis à ses côtés pour lui dire, voilà, le choix qu'on fait, monsieur le président, c'est pas gagné, mais on va tenter ça et on peut prendre un risque raisonnable pour nos troupes parce qu'il faut qu'on tente ça, sinon Notre-Dame, c'est fini. Et qu'on a 20 minutes pour réussir, ou une demi-heure pour réussir, à ce moment-là, je peux dire, le regard du général dans celui du président, je l'oublierai jamais. Et entre parenthèses, on sait bien, nous qui sommes des chefs d'entreprise ou qui ont été chefs d'entreprise, que tout se joue aussi dans les femmes et dans les hommes. Ce général, il a fait les bons choix. Il avait des hommes et des femmes de qualité exceptionnelle, de dévouement, d'engagement, de compétence, de courage exceptionnel. Mais c'est lui qui fait le choix stratégique de faire ce qu'on appelle la part du feu, donc de laisser brûler la charpente et de mobiliser toutes les énergies dans deux choses. Un, le refroidissement des murs extérieurs de Notre-Dame. Donc, d'ailleurs, ça a fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux à ce moment-là, parce que les gens disaient ils sont pas foutus d'avoir des lances qui passent au-dessus des murs pour aller éteindre le feu au-dessus. Le but, c'était pas d'aller dans la tempête de feu, parce que vous avez beau mettre toutes les lances que vous voulez, dans la tempête de feu, ça n'était rien du tout. Là, c'était pour refroidir les murs tout autour de Notre-Dame, pour que la pierre ne subisse pas trop de dommages et que les murs restent debout. Donc on refroidissait les murs, on n'essayait pas d'éteindre le feu. Puis deuxièmement, c'est de mobiliser tout sur les beffrois, c'est-à-dire sur la façade de Notre-Dame de Paris, parce que le feu était en train de gagner, il venait de la flèche, il remontait toute la nef pour arriver vers le beffroi, et là il y a des poutres qui tiennent les bourdons et les grosses cloches des beffrois. Et là, le feu est en train de les attaquer. Et si ils étaient attaqués, ça embrassait tout le beffroi et ça faisait tomber les cloches qui auraient cassé toutes les structures architecturales de Notre-Dame, des beffrois qui auraient emmené tout sur leur passage. Donc c'était vraiment stratégique. Et il a mobilisé beaucoup d'énergie là, et notamment il a maintenu en haut des hommes dans les tours pour qu'ils aillent au contact du feu avec leur lance. Donc c'est vraiment avec un risque évidemment qu'il a fait prendre à ses équipes. Et ce moment-là, entre les deux, le chef de l'État et le général en chef en charge de la lutte contre le feu, qui d'un regard comprennent qu'ils font le choix du risque pour leurs troupes pour sauver Notre-Dame, c'est un moment que je n'oublierai pas, sans compter tous les autres moments qui ont été aussi très forts. Mais ce moment-là tout particulièrement. Et donc, depuis, un certain nombre de décisions ont été prises, d'abord d'urgence de la conservation, de la sauvegarde de Notre-Dame de Paris, avec un travail exceptionnel des entreprises qui, bien sûr, ont tout de suite été pointées du doigt. C'est eux, c'est leur responsabilité, c'est des nuls, etc. Franchement, on verra, l'enquête va faire... Il y a peut-être évidemment des responsabilités à identifier, et il faudra en tirer toutes les conséquences, et il y aura un avant et un après incendie de Notre-Dame de Paris. Bon. Mais enfin, je peux vous assurer que depuis, ces entreprises des métiers du patrimoine font un travail, qui sont pour certains des métiers d'art, un travail exceptionnel. Ils mobilisent toute leur énergie. Ils ont frété, étayé les murs, les vitraux. Pour votre information, les vitraux sont sauvés. Hein. Il y a besoin de les nettoyer, éventuellement de bien les remonter. Mais enfin, les vitraux ont été sauvegardés et sauvés. Donc ces entreprises ont fait un travail remarquable. Aujourd'hui, on est sur la consolidation des arcs-boutants. Vous avez peut-être vu des images incroyables de structures qui viennent, de cintres qui viennent étayer les arcs-boutants. Parce que vous savez qu'une cathédrale, c'est un ensemble architectural très fragile, c'est de la dentelle et c'est un équilibre des forces et des poids exceptionnel. Et donc quand vous supprimez un poids, une masse sur les murs, eh ben, vous changez les équilibres des forces et vous avez des arcs-boutants qui appuient en ce moment beaucoup trop sur la voûte et sur les murs, et donc il y a un risque que ça fasse effondrer les murs. Donc il faut cintrer les arcs-boutants pour qu'ils arrêtent d'appuyer sur les murs. Enfin, je vous donne des éléments techniques, mais tout ça est en cours. Il reste maintenant essentiellement la voûte à protéger, parce qu'il y a quelques endroits où la voûte est tombée, mais si la voûte tombait davantage, il y aurait là à nouveau un vrai risque de déséquilibre des forces, avec des conséquences en chaîne qui pourraient être catastrophiques. Donc on doit continuer d'œuvrer au service de la sauvegarde de la voûte, et ensuite
de finaliser le diagnostic exact de l'état sanitaire de Notre-Dame de Paris, parce qu'il y a ce qui est visible et il y a ce qui est invisible. Avec la chaleur et l'eau, la pierre change de texture et perd sa force, sa résistance. Et donc, il faut regarder, et sans que ça se voit forcément énormément. Donc, il va falloir scanner toutes les pierres, toutes les maçonneries de Notre-Dame de Paris pour faire un état des lieux total avant d'imaginer ce que pourrait être la restauration de Notre-Dame de Paris. Et j'en arrive à la question, quel type de restauration ? Il faut que vous sachiez, ceux qui sont dans ces métiers-là et ceux qui sont dans les collectivités territoriales ou ceux qui s'intéressent au patrimoine, savent qu'à chaque fois qu'il y a une restauration, il y a un débat. Il y a un débat patrimonial. Il n'y a pas une restauration d'un monument historique qui ne génère pas un débat entre experts ou entre personnes concernées particulièrement par le projet. Et c'est bien, et c'est tant mieux, et c'est systématique. Alors évidemment, quand c'est Notre-Dame de Paris, étant donné ce que ça peut revêtir comme symbolique, comme présence au cœur de tous nos compatriotes, ça prend une dimension toute particulière. Et donc ce débat-là, le président de la République n'a pas voulu le clore comme ça du jour au lendemain en disant ça sera refait à l'identique. Et j'en arrive à ce que peut être une restauration à l'identique. Il dit laissons vivre le débat, laissons des architectes, des Français, des passionnés dire qu'ils voudraient plutôt qu'on le fasse de telle façon ou de telle façon, qu'ils fassent des projets. C'est pour ça qu'on va faire un concours d'idées. On ne sait pas encore exactement. On est en train de finaliser les choses pour voir comment on va procéder. Mais l'idée, c'est que les Français, nos compatriotes, ceux qui connaissent ces sujets-là, ceux qui ne connaissent pas ces sujets-là, se saisissent du débat et échangent, débattent, proposent, donnent leur avis. Et le moment venu, le propriétaire de Notre-Dame de Paris, c'est-à-dire l'État, prendra sa responsabilité pour choisir le type de restauration. Alors évidemment, tout ça se fera dans les règles du Code du patrimoine de restauration des monuments historiques qui sont nos règles françaises. Il y a eu beaucoup de débats sur la loi Notre-Dame, savoir qu'on se dotait de dérogations qui étaient scandaleuses, etc. Non, on a simplement essayé de se dire, étant donné ce chantier exceptionnel, si on a besoin ici ou là de se doter d'assouplissement pour permettre que la restauration soit à la hauteur de ce qu'on en attend, eh ben faisons-le. Typiquement, par exemple, en ce qui concerne l'archéologie, on a mis dans la loi qu'on souhaitait travailler avec un acteur en particulier, l'INRAP, qui est le plus solide, qui est un institut national et qui va pouvoir nous aider éventuellement si on a des fouilles pour les faire exactement comme on le souhaite, avec beaucoup plus de souplesse et de réactivité que peut-être d'autres acteurs privés qui sont sur d'autres chantiers, etc. Voilà, ça ne va pas beaucoup plus loin que ça. On a deux, trois autres assouplissements, mais qui ne remettent pas en cause les règles de restauration du patrimoine, qui sont des bonnes règles dans notre pays et qui assurent qu'on ne fasse pas n'importe quoi dans la restauration, évidemment, d'un tel chef-d'œuvre du patrimoine historique. Ensuite, sur la flèche, ce qu'on appelle à l'identique, c'est dans l'aspect visuel et organisationnel, structurel, qu'avait voulu violer le duc. Ça ne signifie pas forcément que ça sera du bois pour la charpente ou que à l'intérieur on n'utilisera pas des techniques ou des matériaux nouveaux, ou à l'extérieur d'ailleurs aussi. Mais c'est un aspect et une structure identique. Voilà. Mais ça, la décision n'est pas prise. Elle sera prise le moment venu, dans quelques mois, de savoir si on refait donc à l'identique, qui est un peu un abus de langage parce qu'on comprend bien que c'est pas forcément les mêmes matériaux, c'est pas forcément la même façon de faire totalement exactement la même chose que ce que faisaient les anciens, et c'est vrai dans toutes les restaurations contemporaines de monuments historiques. Et on verra si on fait restauration dite à l'identique, comme je viens de vous la décrire, ou s'il y a un apport, comme ça c'est souvent le cas, un apport contemporain. Contemporain, c'est pas un gros mot. Contemporain, ça veut dire que c'est en ce moment, c'est un apport du temps présent. Et donc du temps présent, ça peut être du temps présent en mode gothique. Enfin, je veux dire, il y a pas de, c'est pas forcément du moderne comme on peut l'entendre, qui serait quelque chose de minimaliste ou de complètement délirant. Ça va être pris dans quelques mois, mais croyez-moi, vu l'intérêt de nos compatriotes, et on le voit encore aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas une réunion, j'ai pas une question sur Notre-Dame, on va le faire en toute transparence, les Français pourront s'exprimer, et ensuite on assumera nos responsabilités, parce que c'est nous, l'État est propriétaire, et on verra après quel mode de décision.
Et dernier point, parce que je suis un peu long, la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture, qui se réunit en ce moment même, qui est l'instance très importante dans notre monde du patrimoine et dans nos institutions du patrimoine, va être non seulement tenue informée, mais va pouvoir donner des avis tout au long de la restauration de Notre-Dame de Paris, ce qui est le gage, la garantie que, évidemment, tous les experts, les spécialistes pourront non seulement être au courant, mais donner leur avis sur ce que nous allons faire dans les mois et les années qui viennent avec Notre-Dame de Paris. Est-ce qu'il y a des questions autres? Oui, pardon. Monsieur le ministre, bonjour. Sonia Rameau. J'ai lancé il y a 5 ans la galerie d'art contemporain en ligne Artistix. Nous y faisons la promotion d'artistes contemporains vivants, français et étrangers. Un tout petit préambule, je ne serai pas trop longue. C'est un marché, ce marché de l'art en ligne, qui a un taux de croissance à 2 chiffres, d'après le rapport Hiscox. Les acteurs traditionnels sont massivement en train de se positionner online, mais en passant par des marketplaces. Qu'il y a déjà tout un tissu d'acteurs en France, dans les différentes typologies, galeries 100% online, marketplace de galeries, marketplace d'artistes, maisons de vente en ligne, que malgré ça, c'est un marché qui est en train de se structurer autour des acteurs et des géants américains, Artsy, First Dibs notamment, qui fédère déjà un public global de marchands et de collectionneurs. Qu'en France, ce marché souffre du manque d'intérêt des médias, des institutions et des autres relais, par exemple les foires. Conséquence probable de ce qui précède, ce marché est plus long à se développer en France qu'ailleurs en Europe ou en Amérique du Nord. S'il fallait en tirer une question, aujourd'hui, toutes les aides du ministère pour favoriser la représentation des artistes de la scène française à l'international s'adresse à des galeries physiques, pardon monsieur, et viennent en support d'initiatives physiques uniquement. Or, le web est l'outil désigné, nous semble-t-il, pour permettre de toucher facilement une audience très internationale. Donc la question est, que prévoyez-vous au niveau du ministère de la Culture pour faciliter le développement de ce secteur, notamment dans tout ce qui est technologie autour de la recommandation, des moteurs de recommandation ou de la visualisation innovante. Merci beaucoup. Écoutez, merci. Je trouve que c'est évidemment des sujets intéressants de prospective et d'avenir pour le ministère. Donc là aussi, soit vous rencontrez, soit rencontrer mes équipes spécialisées sur ces questions-là. D'abord, là aussi, je vous parlais tout à l'heure des questions de tiers-lieux, que le ministère s'adapte à ces innovations en termes de propositions culturelles et de présence des artistes dans les territoires. Je pense que le ministère doit aussi être beaucoup plus en pointe sur la digitalisation des politiques publiques et la digitalisation et l'accompagnement à la digitalisation des différents métiers et structures de la culture. Donc c'est pareil, j'ai pris la décision de créer une direction nouvelle qui sera pas vraiment une direction mais un service au sein d'une direction dédié non seulement au système d'information du ministère, ce qu'on n'a pas aujourd'hui en tant que tel vraiment, mais aussi à la digitalisation des politiques publiques et digitalisation des métiers de la culture. Et donc typiquement, qu'on puisse vous accompagner aussi dans le partage de bonnes pratiques, dans l'accompagnement à l'investissement dans vos outils, parce que je crois vraiment que là, il y a des perspectives exceptionnelles, à la fois de médiation, d'information, et puis de business pour tous vos métiers. Et ça passe aussi par donner le goût à nos compatriotes encore davantage pour l'art contemporain. Et ça passe, je pense, par exemple, l'accompagnement, et j'en parle beaucoup, et on va mettre le pied sur l'accélérateur, sur un dispositif qu'avait créé une de mes prédécesseurs, Flore Pellerin, sur un métier, un immeuble, une œuvre. Ça, c'est formidable, ça tourne bien, mais on veut lui donner une nouvelle force, une nouvelle dimension, notamment en impliquant les bailleurs sociaux dedans. C'est formidable parce que ça permet de trouver des débouchés pour les œuvres des artistes et ça permet partout dans les immeubles ou dans les constructions de mettre une œuvre
et donc de faire rencontrer une œuvre avec des personnes et une œuvre avec des personnes qui habitent dans l'immeuble avec les artistes. Et c'est vrai aussi pour les bureaux, parce que c'est aussi les salariés qui peuvent être en contact avec cette œuvre. Deuxièmement, c'est la relance du 1% artistique. Dans la loi, il y a l'obligation pour tout bâtiment nouveau d'avoir 1% pour la création artistique. Il faut qu'on le relance. Ça existe toujours, notamment dans les bâtiments publics, mais c'est pas suffisamment fait dans les collectivités territoriales notamment. Et donc mon rôle, c'est pas de taper sur les doigts des collectivités qui ne le feraient pas, c'est de les convaincre de la pertinence de ce 1% artistique qui permet de créer un élément très différenciant dans un immeuble ou dans une construction nouvelle. Et là aussi, ça permet de donner des débouchés aux artistes. Le Pass Culture, on n'en a pas parlé, mais c'est un des grands projets du président de la République qui vise, à la fin d'un processus d'éducation artistique et culturelle, de donner à nos jeunes à la fois une application, c'est un outil d'information de tout ce qui se fait à proximité d'une façon géolocalisée en matière culturelle et artistique, mais aussi de leur donner 500 € pour qu'ils aient l'autonomie de rentrer dans un nouveau chemin culturel seul, enfin de façon autonome. Et dans les possibilités du Pass Culture, il y aura la possibilité de participer en partie, pas la totalité des 500 €, mais en partie à l'achat d'une œuvre contemporaine. Une peinture, une sculpture, une vidéo, tout ça devant être évidemment cadré et fait en partenariat avec ses partenaires de l'art contemporain, mais de permettre aux jeunes de 18 ans de rentrer dans un processus d'achat aussi d'œuvres contemporaines. Ça peut être de nature, surtout quand c'est à partir d'une application, donner le goût à tous nos compatriotes de l'art contemporain et de ce que ça apporte à la fois individuellement et collectivement. Mais d'une façon plus prosaïque concernant vos outils à vous, n'hésitez pas soit à me rencontrer ou à rencontrer mes équipes. Oui, j'aimerais profiter de ces propos d'une collègue pour évoquer ce qu'on appelle le soft power. L'art contemporain en fait partie. L'art contemporain, c'est quand même l'image d'un pays, de sa culture. Et dans ce domaine, je pense que la France n'a pas fait tout ce qu'elle aurait dû faire. Il faut remonter aux années Jacques Lang, qui avait eu d'excellentes initiatives de créer les fonds régionaux d'art contemporain, d'aider les régions à acquérir des œuvres d'art ou à les implanter ou à passer commande aux artistes. Il y a bien sûr le Centre Pompidou, créé en 1977, donc ça fait 42 ans maintenant. J'ai vu le terrain vague, j'ai vu le trou, j'ai vu les murs, plutôt les poutres, s'élever au fur et à mesure, le quartier être détruit et reconstruit malheureusement de façon lamentable, ça s'appelle le quartier de l'Horloge. Le Centre Pompidou, c'est notre image phare à l'étranger. C'est un outil culturel que le monde entier nous envie. Ce Centre Pompidou, je le dis nettement, même si ça doit peut-être choquer certains, est sclérosé. Sclérosé pour deux raisons. D'abord dans sa structure, parce que le bâtiment est trop petit pour accueillir l'ensemble des collections que possède notre musée national. Donc je fais court sur cette question. Il me semble indispensable que le Centre Pompidou se développe en termes de superficie pour loger ce qui est la deuxième collection d'art moderne et contemporain du monde après le MoMA de New York. Mais ça, c'est une volonté totalement politique. C'est un sujet qui a été abordé par vos prédécesseurs, mais vous savez bien que dans ce pays, le pouvoir remonte toujours au sommet. Si le Centre Pompidou existe, c'est parce qu'il y avait un président qui s'appelait Georges Pompidou. Donc pourquoi pas espérer qu'il y ait un deuxième Centre Pompidou qui porte le nom un jour de notre actuel président de la République, qui aura compris l'enjeu culturel et ce que c'est que le soft power. Et juste une phrase encore, il me semble qu'au bout de 42 ans, ce Centre Pompidou a besoin d'évoluer en termes de fonctionnement. Je dis qu'il est un peu sclérosé et qu'il est plutôt le reflet du passé que ce que nous souhaitons, c'est-à-dire se tourner vers l'avenir. Ce Centre Pompidou ne soutient pas, notamment, suffisamment la scène française. Et c'est un débat que vous avez tous certainement entendu parler jusqu'à présent, mais qui reviendra sur la table très vite et fortement. Merci Daniel.
À ce titre, je vous conseille, pardon, tu bouches les oreilles, mais je vous conseille le livre de Nathalie Obadia sur la culture et sur l'art contemporain, qui est exceptionnel et qui, non mais vraiment, et qui apporte beaucoup au débat d'idées sur ces questions-là. Deux choses. Georges Pompidou, il y a un projet très important de création de réserves pour Georges Pompidou qui réglera une partie importante de la problématique d'espace. Avec une obligation, c'est que ça ne soit pas Paris même. Vous savez qu'un des enjeux des politiques culturelles et notamment des investissements dans les structures d'art et de culture, c'est de ne pas investir, de continuer à investir dans Paris-Centre, en tout cas que l'État, que la ville le fasse, bien évidemment, mais l'État doit mieux équilibrer ses budgets entre Paris, la région parisienne et les autres territoires. En l'occurrence, là, il y a un projet qui est extra périphérique, de réserve en Île-de-France pour le Georges Pompidou, avec une possibilité d'exposer les œuvres, mais qui ne serait pas à côté du centre Georges Pompidou, mais dans la banlieue, en banlieue. Deuxième chose, et sur la question de l'exposition des artistes contemporains dans les musées, je pense que c'est un beau et grand sujet, et il faut qu'on y travaille, c'est fondamental. Ça existe déjà. Avec le président de la République, nous étions à Ornans il y a quelques semaines, pour les 200 ans de Courbet. Et il y avait une belle confrontation entre Courbet et Jan Peiming, qui est un artiste contemporain franco-chinois, qui est à la fois à Dijon et à Ivry-sur-Seine, et qui a fait une exposition exceptionnelle, vraiment. Le président de la République, un mot. Alors d'abord, il n'est pas là-dedans de laisser une trace avec un musée, etc. Mais il a un grand projet muséal, mais qui n'est même pas muséal, qui est un projet patrimonial, qui est autour de, je ne vais pas dire soft power, mais de l'influence que peut avoir la France, ou le rayonnement que peut avoir la France, à travers notamment sa langue française. Et donc c'est la question de la francophonie. Il a une volonté très forte de développer ce que nous pouvons faire en matière de francophonie et en matière de multilinguisme. Et donc c'est le projet, vous avez peut-être entendu parler, de Villers-Cotterêts, de restaurer ce château exceptionnel, qui mérite d'être restauré parce qu'il est dans un état catastrophique, et d'installer à Villers-Cotterêts, dans le château de Villers-Cotterêts, le laboratoire de la langue française, et qui a vocation à être non seulement pour le territoire, mais pour la France, l'outil, l'institution qui permettra de mieux faire fonctionner la francophonie, de mieux faire parler de la France et de la langue française à l'étranger, et de concrètement faire vivre la langue française partout dans le monde. Je pense que c'est un très beau projet, nous y travaillons avec beaucoup d'énergie, et ça sera là, pour le coup, un vrai projet du président Macron. J'en profite pour vous dire que ce projet-là de Villers-Cotterêts va avoir besoin, c'est pas un appel aux dons, je voulais voir la transition est diverse et différente, on aura besoin de financement privé, on va avoir besoin de mécénat. Et le mécénat était quelque chose, évidemment, qui pour nous est très important, pour la France très important. C'est une loi qui est la loi Ayagon de 2003, qui a permis énormément de choses, à la fois dans le patrimoine, mais aussi la création artistique. Ça a permis de très très belles choses. Et donc nous voulons évidemment conforter cet outil. Pour autant, vous savez qu'il y a eu un certain nombre de rapports expliquant qu'on pouvait améliorer encore le dispositif pour lutter contre un certain nombre d'effets d'aubaine ou d'abus. Et donc on est en train effectivement de travailler à un dispositif qui permette d'optimiser la dépense fiscale, parce qu'il faut qu'on fasse attention aux dépenses, mais en maintenant d'une façon très claire et très forte cet outil-là au service de la culture et au service du patrimoine dans sa diversité. Donc il y aura peut-être une réforme du mécénat, mais qui consolidera le dispositif mais qui le fera en sorte que ce dispositif reste fort dans notre pays, mais en luttant mieux contre un certain nombre de dérives. Voilà. J'ai promis que je vous laisserai aller à l'Assemblée nationale à l'heure. Oui. On a une question ou on a le temps ? Sophie, j'ai encore une question. Oui. Enfin, je peux prendre encore une question. Et après, je ne vais pas à l'Assemblée nationale, je vais au Sénat. Pardon. Et je voulais juste, comme ça, je ferai ma petite conclusion après la dernière question. Monsieur le ministre, merci. Après l'introduction de tout à l'heure, je voudrais aborder un sujet de fond avec vous. Très rapidement, je m'appelle Jean Rescanalian-Akian, avocat et médiateur. Mon cabinet est spécialisé en résolution de litiges, en haut de bilan et en gouvernance. Chez Ethic, nous avons observé au sein de la commission juridique la réforme du droit des sociétés.
et en particulier l'apparition des enjeux environnementaux et sociétaux qui sont bien sûr des contraintes pour les chefs d'entreprise. En revanche, la notion de raison d'être qui a été instituée et qui appelle donc la notion d'entreprise à mission me semble tout à fait à propos pour le déjeuner d'aujourd'hui et vous demander dans quelle mesure est-ce que vous intégrez cette réforme dans votre stratégie entrepreneuriale de la culture par rapport aux appels d'offres, par rapport aux avantages fiscaux, par rapport à tout ce que vous pouvez offrir aux entreprises qui feront le choix d'instaurer une raison d'être tournée vers la culture. Écoutez, j'en parlais avec Sophie qui a lancé aussi l'idée au départ. Je vous propose qu'on y travaille ensemble parce que j'ai pas les idées complètement claires sur le sujet par rapport à ce que vous avez dit. Et donc moi je veux bien y travailler avec vous, de voir par rapport vous intuitif personnel, mais vous aussi éthique, de voir comment on peut prendre en compte mieux ces questions-là dans les politiques culturelles qui sont celles de mon ministère. Donc travaillons-y, hein, et ça peut être vraiment très intéressant parce que c'est un sujet effectivement d'avenir. Bien entendu, ça nous permettra de répertorier chez nous qui est prêt à instaurer une raison d'être dans le domaine culturel. Voilà, tout à fait. Hein, c'est pas mal ça. Bon, comme ça, je me permets de vous dire un petit mot juste de conclusion pour vous dire un grand merci de votre attention, du temps que vous m'avez consacré. Je suis à votre disposition. Le temps du ministre de la Culture, c'est vraiment pas d'une blague, c'est quelque chose de très rare. Il y a une intensité du job qui est exceptionnelle, mais c'est évidemment enthousiasmant. N'hésitez pas, via Sophie, à me faire remonter éventuellement des idées ou des questions. J'essaierai, dans la mesure du possible, de vous répondre et de vous rencontrer. Et je voudrais aussi dire un merci tout spécifique à Sophie, parce que c'est vrai qu'on s'est croisés sur les plateaux télé, dans les débats qu'on faisait, parce que quand on fait de la politique, il faut faire du média, comme on dit, pour d'abord être un peu reconnu, pour aussi apprendre à défendre ses idées et à convaincre. Et convaincre Sophie, c'est un des exercices les plus difficiles à faire. J'ai parfois réussi, et puis souvent elle a réussi aussi à me convaincre, et surtout c'est toujours agréable d'échanger avec Sophie parce qu'on sait ce qu'elle pense, elle le dit très clairement, et elle m'envoie des petits SMS de temps en temps, alors soit elle m'envoie des SMS, soit elle m'envoie carrément des tweets, alors je réponds soit par SMS, soit par tweet, mais par exemple on a eu elle m'a transmis un beau message encore récemment sur la langue française, l'utilisation des mots anglais dans les publicités d'entreprises françaises. Ça, c'est un vrai combat. Oui, My French Bank, tout court. Mais j'en ai parlé d'ailleurs avec les dirigeants de la Poste, et il n'y a pas que ça, ce point-là en particulier, mais c'est vrai qu'on a besoin de collectivement, et des fois je taquine le président de la République là-dessus aussi, parce qu'il aime beaucoup les mots anglais, qu'on doit aussi montrer l'exemple, et qu'on va être cette année à fêter les 25 ans de la loi de Toubon. Je pense que si on veut parler de rayonnement de notre pays, ça passe aussi par le rayonnement de sa langue, je le disais tout à l'heure avec Villers-Cotterêts, et par l'utilisation du français à la place systématiquement de l'anglais. Et on a des mots, et la langue française est à ce point-là riche, et qu'elle s'adapte aussi au temps. On a trouvé un mot pour dire le mot anglais de fake news. C'est le mot infox. Collectivement, essayons d'utiliser les mots français qui, au départ, paraissent un peu incongrus quand on est habitué à avoir utilisé le mot français. Ça fonctionne super bien, l'infox. Je vous assure, les journalistes, ça y est, ils utilisent de plus en plus infox plutôt que fake news. Est-ce que c'est plus joli fake news que infox? Je ne suis pas sûr. En tout cas, infox, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est désinformation. Donc, utilisons la langue française. Et c'est le message que m'a fait passer Sophie. Et je te remercie de continuer de me faire passer les messages, Sophie, et merci à vous aussi de les faire passer. On a besoin de se nourrir aussi de votre regard, de vos idées et de votre liberté de parole. Merci à tous.